On estime que jusqu'à 60% de la construction du Machu Picchu est souterraine. Ces fondations profondes étaient indispensables pour gérer les mouvements sismiques et assurer le drainage des terrasses, garantissant ainsi une filtration optimale. Depuis plus d'un siècle, les célèbres rizières en terrasse du Machu Picchu sont considérées comme une solution brillante, une manière ingénieuse pour les Incas de cultiver les pentes abruptes des montagnes tout en gérant les fortes pluies tropicales. Pourtant, des analyses techniques détaillées récentes révèlent que le système est bien plus sophistiqué que ce qui serait nécessaire pour la simple gestion des eaux pluviales de surface. Sous les terrasses visibles se cachent des fondations à plusieurs niveaux, des canaux de drainage souterrains soigneusement construits et des mécanismes d'entrée et de sortie d'une grande précision. Tous ces éléments semblent conçus pour réguler la pression interstitielle du sol plutôt que de simplement diriger le ruissellement en surface. Si cette architecture hydraulique complexe n'a pas été créée uniquement pour gérer les eaux de pluie tombant d'en haut, se pourrait-il que nous ayons fondamentalement mal compris la véritable nature et la source de l'eau que ce système était censé maîtriser. Une conception parfaite. À près de 200-400 mètres d'altitude, niché à flanc de montagne entre deux sommets, le Machu Picchu défie toute logique. N'importe quel ingénieur moderne vous dirait que c'est l'un des derniers endroits au monde où l'on choisirait de construire une ville. Les pentes sont abruptes, le sol reste instable, et surtout, le site subit des pluies torrentielles. Les précipitations annuelles peuvent y atteindre près de 2,0 mm, de quoi transformer n'importe quel flanc de colline en un torrent de boue et provoquer des glissements de terrain dévastateurs. Pourtant, le Machu Picchu perdure. Il fait bien plus que survivre. Elle a prospéré pendant des siècles, largement épargnée par les forces naturelles implacables qui érodent la montagne environnante. Le secret de cette extraordinaire longévité, confirmé par la science au fil de décennies d'études, réside dans le système de terrasses. Plus de 700 terrasses creusées à flanc de montagne servent bien plus que de simples parcelles plates pour la culture du maïs et des pommes de terre. Elles constituent une solution d'ingénierie globale, un système de contrôle environnemental à grande échelle, conçu grâce à une connaissance approfondie de l'hydrologie et de la géologie. Les ingénieurs civils qui ont passé des années à analyser chaque détail du site ont dressé le tableau d'une ingéniosité stupéfiante. Ils ont découvert que les Incas n'avaient pas simplement nivelé le terrain. Ils ont restructuré l'ensemble du flanc de la montagne de l'intérieur. Lorsque de fortes pluies s'abattent, l'eau ne ruisselle plus en surface, emportant la précieuse couche arable. Au contraire, elle s'infiltre rapidement. Chaque terrasse fonctionne comme une éponge géante. La couche de terre fertile en surface, idéale pour la culture, ne constitue que la strate la plus superficielle. En dessous se trouve une fine couche de sable, qui filtre et ralentit le courant. Vient ensuite une couche plus épaisse de gravier, créant des vides qui permettent à l'eau de circuler librement. À la base se trouve une couche de pierre brute qui répartit la pression de l'eau et la canalise vers des conduites de drainage centraux. L'ensemble du système fonctionne en parfaite harmonie pour neutraliser la plus grande menace, l'eau elle-même. En dirigeant l'eau efficacement, les Incas ont résolu deux problèmes simultanément. Tout d'abord, ils ont enrayé l'érosion, préservant ainsi la fertilité de leur jardin année après année. Ensuite, et surtout, ils ont éliminé l'accumulation de pression hydrostatique dans le sol, une pression susceptible de provoquer des glissements de terrain dévastateurs. Ce système représente un équilibre parfait entre les besoins humains et les réalités environnementales. Il a permis à une civilisation non seulement de survivre, mais aussi de prospérer sur le plan agricole dans l'un des environnements les plus hostiles qui soient. Cette histoire est profondément inspirante. Elle fait du Machu Picchu une icône de vie durable, une leçon du passé sur l'harmonie avec la nature. Les murs de pierre témoignent d'un art exceptionnel. Tandis que les terrasses incarnent la science, l'ensemble forme une fusion parfaite de beauté et de fonctionnalité. Un chef-d'œuvre validé et célébré à travers les âges. Une solution idéale pour l'agriculture de montagne. Une conception si aboutie, si raffinée, qu'elle semble presque répondre à une question que personne ne s'est jamais posée. Disséquer une coquille. L'admiration que l'on porte à un système dans son ensemble peut parfois occulter les questions troublantes que recèlent ses composantes individuelles. Lorsque l'on cesse de considérer le Machu Picchu comme un simple jardin et que l'on commence à l'examiner comme une machine, ces détails se révèlent. Laissons de côté un instant le panorama grandiose des 700 terrasses
et concentrons-nous plutôt sur la structure d'une seule terrasse. Sa logique d'ingénierie semble irréfutable. Pourtant, à y regarder de plus près, cette même logique commence à remettre en question le récit familier que nous avons longtemps accepté. Commençons par la base. Les fondations sont constituées de blocs de pierre brute, aux formes rudimentaires. Leur objectif semble simple, créer une base solide tout en permettant à de grands volumes d'eau de passer sans entrave. Au-dessus se trouve une épaisse couche de gravier. Cette strate constitue le réseau de drainage principal, un espace ouvert permettant un écoulement latéral rapide vers les canaux de drainage. Vient ensuite la couche de sable fin, dont le rôle s'avère essentiel. Elle empêche la terre fertile de s'infiltrer dans le gravier sous-jacent, tout en agissant comme un filtre secondaire. Enfin, au sommet de l'ensemble se trouve la terre végétale riche en nutriments où les cultures prennent racine. 4 couches distinctes, 4 matériaux différents, 4 fonctions techniques séparées. Le tout agencé avec précision et répété presque à l'identique sur tout le flanc de la montagne. On dépasse le simple cadre du jardinage. Cela ressemble à un processus de fabrication industrielle. Chaque terrasse devient un filtre à eau multi-étapes produit en série. Et c'est là que l'énigme se complexifie. La logique d'ingénierie de la conception elle-même demeure irréprochable. Ce qui défie toute logique, c'est l'ampleur des efforts nécessaires à sa mise en œuvre. Extraire, transporter et disposer des millions de tonnes de matériaux en 4 strates distinctes, à flanc de montagne, a exigé un investissement colossal en main-d'œuvre. Un investissement qui semble totalement disproportionné aux bénéfices obtenus. Un système bien plus simple, composé peut-être uniquement de gravier et de terre, aurait suffi à lutter contre l'érosion et à permettre les plantations. La complexité et la redondance apparente de cette conception suggèrent une prudence excessive, voire obsessionnelle. C'est comme construire un mur d'enceinte pour clôturer un potager. L'effort est disproportionné par rapport aux bénéfices, à moins que ce dernier n'ait jamais été un labyrinthe. Le principe fondamental du génie civil, celui de la rivière invisible, stipule que la conception doit correspondre précisément à sa fonction. On construit un pont suffisamment solide pour supporter les charges qu'il devra supporter. Ni plus, ni moins. Tout investissement superflu est un gaspillage. Appliqué au Machu Picchu, ce principe révèle des failles béantes dans ce modèle agricole. Le problème ne réside plus dans la structure complexe d'une simple terrasse, mais dans la capacité opérationnelle globale de l'ensemble du système. Lorsque tous les éléments fonctionnent de concert, un simple calcul, fondé sur les données recueillies par les hydrologues, bouleverse notre compréhension de la raison d'être de ce lieu. Jugez-en par vous-même. Grâce à sa structure poreuse multicouche, chaque mètre carré de terrasse peut drainer un volume d'eau considérable en un temps remarquablement court. Multipliez Chitox par la superficie totale des plus de 700 terrasses, et vous obtenez la capacité de drainage maximale de l'ensemble du complexe. Ce chiffre est stupéfiant. Il révèle que le système de drainage du Machu Picchu peut gérer un torrent équivalent au débit d'une petite rivière. Comparons maintenant cette capacité avec la source supposée, les précipitations. Même lors des tempêtes les plus violentes jamais enregistrées dans les Andes, des phénomènes météorologiques extrêmes qui ne se produisent qu'une poignée de fois par siècle, le volume de d'eau de pluie ne représente qu'une fraction de ce que le système est conçu pour traiter. L'écart dépasse le simple surdimensionnement. Il représente une différence d'ordre de grandeur. Ce système n'a pas été conçu avec une marge de sécurité confortable pour se prémunir contre les fortes averses occasionnelles. Il a été dimensionné pour un volume d'eau totalement différent, bien plus important et bien plus constant que tout ce que le ciel peut fournir. Imaginez découvrir un système d'évacuation des eaux usé de taille industrielle, installé sur le toit d'une maison ordinaire. Vous comprendriez immédiatement qu'il n'a jamais été conçu pour recevoir de l'eau de pluie. Il existe un système conçu pour gérer un autre type de rejet provenant de l'intérieur du bâtiment. Le même raisonnement s'applique ici. Un système de drainage capable de canaliser le débit d'une petite rivière a forcément été créé pour faire face à une telle rivière. Or, lorsqu'on observe les alentours du Machu Picchu et qu'on lève les yeux, aucune rivière de ce genre n'apparaît à ciel ouvert. À cet instant précis, la ferme de nuages ne peut plus se défendre. Les données sont sans équivoque. La capacité de la machine dépasse largement les exigences du problème. L'existence d'une solution technique d'une telle ampleur nous oblige à reconnaître un problème à la hauteur. Si le Machu Picchu n'a pas été construit pour résister aux tempêtes venues d'en haut,
Il a forcément été bâti pour résister à un flux puissant, continu et dangereux, provenant d'ailleurs. Dès lors, nous cessons de voir une simple entreprise agricole. Nous sommes confrontés à la preuve d'une bataille hydrologique colossale, une lutte contre un fleuve invisible. La logique de la source. Une fois l'existence de ce fleuve invisible admise, la question suivante devient incontournable. D'où provient-elle? La réponse ne se trouve pas à la surface, mais profondément enfouie sous les fondations même de la cité. Depuis des années, les géologues savent que le Machu Picchu occupe un emplacement d'une instabilité extraordinaire. Il se situe précisément à l'intersection d'un réseau de failles géologiques, de profondes fractures de la croûte terrestre, où les plaques rocheuses se frottent et se déplacent inlassablement les unes contre les autres. Les interprétations traditionnelles voient dans cette disposition une preuve d'ignorance, voire un choix symbolique et spirituel délibéré des Incas, une volonté d'accepter le risque sismique en échange d'une signification sacrée. Mais changeons de perspective. Considérons ces failles non comme des sources de séisme, mais comme un vaste réseau de canalisation naturelle. Une logique radicalement différente se dessine. Ces fractures servent de conduits, de voies de circulation pour les eaux souterraines. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur les sommets environnants ne se contentent pas de ruisseler en surface. Une grande partie s'infiltre profondément dans le sol, converge au sein de ce réseau de failles et génère une immense pression hydrostatique souterraine. S'efforçant sans cesse de fendre la montagne, le fleuve invisible ne descend pas des cieux et jaillit du cœur même de la montagne, fracturé. Dès lors, l'emplacement du Machu Picchu n'apparaît plus comme un choix hasardeux, mais comme une décision d'ingénierie d'une précision étonnante. Les Incas n'ont pas découvert ce point faible par hasard. Ils ont déployé leurs technologies de gestion de l'eau les plus avancées à l'endroit précis où la fuite représentait le danger le plus grand et le plus immédiat. Ils ont érigé une gigantesque station d'épuration directement au-dessus de la source. Les terrasses, fonctionnant comme des filtres et des pompes passifs, n'ont jamais eu pour seule vocation l'évacuation des eaux pluviales. Elles formaient un système à part entière. Conçus pour soulager en continu la pression interne de la montagne, en captant et en canalisant ce flux souterrain de manière contrôlée, ces ouvrages réduisaient les forces hydrostatiques qui menaçaient de disloquer le socle rocheux. Il ne s'agissait pas simplement d'assécher un jardin, mais d'opérer une véritable chirurgie géologique, en retirant progressivement la masse de pression d'un patient mourant. Cela redéfinit entièrement la finalité du site. Ce n'était jamais une simple construction, mais une véritable intervention. À l'instar des ingénieurs néerlandais qui ont érigé des digues pour contenir la mer, les Incas ont conçu une digue inversée, un dispositif destiné à résister à la montée des eaux sous leurs pieds. Ils n'ont pas choisi un lieu périlleux par hasard. Ils se sont rendus dans le lieu le plus périlleux de tous, afin de le rendre sûr. La machine fonctionne toujours. Contemplez une fois encore le Machu Picchu. Tout demeure exactement comme avant. Les structures de pierre intemporelle perdurent. Les terrasses épousent toujours gracieusement le flanc de la montagne. Les touristes continuent de parcourir les sentiers ancestraux, tandis que les lamas paissent avec une indifférence tranquille. En apparence, rien n'a changé. Pourtant, dans notre perception, tout a basculé. Nous ne contemplons plus une cité, nous contemplons l'enveloppe extérieure d'une machine. Le doux murmure de l'eau s'écoulant dans les canaux de pierre n'évoque plus la sérénité paisible d'un jardin royal. Il devient le bruit d'un système de refroidissement en activité. Le sifflement discret des soupapes de décharge de pression accomplit sa fonction essentielle.
Chaque goutte qui s'échappe témoigne des forces hydrostatiques efficacement évacuées du cœur des montagnes. Les surfaces verdoyantes des terrasses cessent de ressembler à de simples champs. Elles constituent une enveloppe extérieure, le toit protecteur d'une vaste et complexe installation de traitement géologique qui fonctionne en silence, bien en dessous. La fermeté rassurante que les visiteurs ressentent sous leurs pieds n'est plus l'étreinte naturelle de la terre-mère. Elle représente une stabilité artificielle, un équilibre artificiel maintenu par une technologie invisible. Le plus grand héritage laissé par ceux qui ont bâti ce lieu ne réside peut-être ni dans les temples orientés vers le soleil, ni dans la précision de la taille des pierres. Leur plus grande réussite réside dans le silence lui-même, le silence d'une catastrophe qui n'a jamais eu lieu, le silence d'une montagne qui aurait dû s'effondrer il y a des siècles dans un glissement de terrain cataclysmique et qui pourtant demeure debout. Elle tient bon car la machine continue de fonctionner jour après jour, nuit après nuit, depuis plus de 500 ans. Elle a accompli sans relâche sa mission unique, empêchant la montagne de s'effondrer. Le Machu Picchu n'est pas une ruine. Les ruines symbolisent ce qui a cessé de fonctionner. Ce site est unique. Il témoigne d'une technologie ancestrale toujours en activité, un gardien silencieux dont nous commençons à peine à percer le mystère. Son histoire n'a peut-être rien à voir avec celle d'un empire disparu. Elle raconte plutôt un extraordinaire triomphe d'ingénierie qui perdure discrètement jusqu'à nos jours.